Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public enregistré en public à l'école alsacienne devant une assistance que le marathon de Paris n'a pas empêché d'arriver jusqu'à la rue Notre-Dame-des-Champs et que la vaudration sur les trottinettes n'a pas non plus empêché de venir jusqu'ici, puisque nous votons aujourd'hui, je le rappelle, à Paris en tout cas, sur les trottinettes. Chose étrange, mais l'idée que nos pères sont morts pour que nous puissions voter sur les trottinettes, autant que nous étonnions de la chose avant que l'usage n'en ait effacé le ridicule. Nous sommes aujourd'hui dans une première, c'est-à-dire dans une première émission thématique enregistrée en public, qui sera donc suivie d'un moment d'échange avec le public. Et pour cette émission thématique consacrée à l'Iran, car évidemment, si importante que soit la question ukrainienne, si agitée que soit la question sociale en France, il n'était pas possible de rester plus longtemps sans consacrer une émission à l'Iran, pour laquelle nous avons invité Farhad Khosrow-Khavar. Farhad Khosrow-Khavar, bonjour. Bonjour. Quand je dis nous, ça veut dire Lucille Schmidt, vice-présidente de la Fabrique écologique, ça veut dire Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien en ligne Blick, et ça veut dire Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin et président de la Fondation Terra Nova. Farhad Khosrow-Khavar, vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, vous y présidez la chaire de sociologie de l'Iran contemporain et vos recherches portent notamment sur les problèmes sociaux et anthropologiques de l'islam en France, ainsi que sur la philosophie des sciences sociales. Vous avez récemment publié aux éditions Fauve un essai intitulé « Iran, la jeunesse démocratique contre l'État prédateur ». Dans cet ouvrage, vous analysez le mouvement de contestation qui secoue le régime en place depuis la mort le 16 septembre 2022 de Mahsa Amini, 22 ans, à la suite d'une garde à vue à Téhéran pour un voile mal ajusté. À ce jour, la répression des manifestants a causé la mort d'au moins 500 civils et quelques 20 000 personnes ont été placées en détention. Les étudiantes et les jeunes actives sont particulièrement mobilisées dans les manifestations et contestent notamment les normes vestimentaires du régime. Ce mouvement traduit l'émergence d'une nouvelle subjectivité féminine en Iran, sensible aux thèses féministes portées par l'Occident et marquée par une exigence nouvelle d'appropriation de son corps dans le cadre de la diffusion de réseaux sociaux comme Snapchat ou Instagram. Face à ces jeunes femmes, un régime théocratique qui ressemble de plus en plus, selon vos analyses, je cite, à un totalitarisme mou, faisant un usage massif et généralisé de la violence et de la répression. Malgré la propagande du régime, les revendications des manifestants sont largement soutenues par la population et selon un récent sondage de l'Institut Gamahan, 72% des Iraniens sont aujourd'hui opposés au port obligatoire du voile. C'est l'échec de l'État théocratique à enrayer le mouvement de sécularisation de la société iranienne sous l'influence croisée d'Internet, des évolutions du modèle familial, de la diaspora iranienne et de l'extension de l'université. Dans le sillage de cette révolte du voile, l'affaire des intoxications dans les écoles de filles, débutée fin novembre, entraînant nausées, maux de tête, engourdissements, difficultés respiratoires et palpitations, a affecté, selon les autorités, plus de 5000 élèves dans quelques 230 établissements scolaires, et ces tensions se déroulent dans un pays qui connaît une inflation atteignant 40%, voire 60 à 70% pour des produits de première nécessité, tandis que l'effondrement de la devise nationale est hors contrôle. Autre source de préoccupation, le nucléaire. En janvier, à la suite de la collecte d'échantillons dans l'usine souterraine de Fordo, en Iran, l'Agence internationale de l'énergie atomique a détecté des particules d'uranium enrichi à 83,7%, soit juste en deçà des 90% nécessaires à produire une bombe atomique, sans pouvoir dire à ce stade si ce seuil a été atteint accidentellement ou volontairement. Depuis que Donald Trump s'est retiré en 2018 de l'accord sur le nucléaire conclu en 2015, l'Iran s'affranchit de ses obligations sur le nucléaire militaire. Tandis que la guerre en Ukraine a permis à l'Iran de se rapprocher de la Russie, à laquelle il livre des drones et autres armes par la mer Caspienne, en contrepartie, Moscou ne s'oppose plus à la vente de chasseurs Su-35 pour moderniser l'aviation iranienne. L'Iran vient en outre de procéder à de nouvelles manœuvres navales conjointes avec la Chine et la Russie dans l'océan Indien. Sous l'égide de la Chine, Téhéran a annoncé le 10 mars
vouloir rétablir ses relations diplomatiques avec Riyad, rompues depuis 2016. L'Iran et l'Arabie saoudite promettent de ne pas s'immiscer dans leurs affaires intérieures et ni de financer de guerre par procuration contre l'autre. Richard Verly. Regarder l'Iran aujourd'hui, c'est un défi extrêmement compliqué, encore plus par la guerre en Ukraine, puisque l'on voit bien que les cartes géopolitiques sont rebattues et que la manière dont on pouvait regarder ce qui se passe en Iran du point de vue de la jeunesse, la répression, etc., et l'espoir que nous avions que le régime puisse sinon évoluer ou changer, eh bien, est en train d'être quand même douché sévèrement par l'alliance avec la Russie et par la recomposition que l'on voit, et je pense notamment au rapprochement avec l'Arabie saoudite. Donc ma première question sera, est-ce que l'on n'est pas en train d'assister malheureusement à une extinction progressive de cette rébellion pour les raisons géopolitiques que je viens d'évoquer? Est-ce qu'au fond, la guerre en Ukraine et ses conséquences ne sont pas aujourd'hui un argument massu pour le pouvoir en place à Téhéran et un argument contre lequel nous sommes, vus de l'Occident, terriblement impuissants? Ferhat Khosrow-Khavar. En réalité, ce mouvement, dès le début, a été extrêmement fragile. Absence d'organisation, absence de leadership, non pas parce que le mouvement ne pouvait pas se doter d'organisation et de leaders, mais parce que la répression est massive. Et par conséquent, le mouvement a été dès le début extrêmement fragile. Même sans l'Ukraine et le rapprochement avec la Russie et le fait que les États-Unis et l'Occident soient beaucoup plus préoccupés par ce qui se passe en Chine et en Ukraine, le mouvement, à mon sens, et je l'ai dit dès le début, était voué non pas à l'échec, mais à une forme de situation défensive après l'offensive. Mais cela, il ne faut pas se leurrer sur son importance. Et vous savez, les mouvements sociaux, d'habitude, échouent. Ils échouent de deux façons. Ou bien, dans un premier temps, ils ont un succès. Alors, il y a une révolution, il y a des formes de changement, mais alors, précisément, la révolution est une sorte d'échec du mouvement social qui se transcrit au sein de l'État, et là, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Pour ce qui est des autres formes, moi je crois que les mouvements sociaux ont une importance, non pas en raison de leur succès, mais de leur échec. Mais un échec qui a des conséquences majeures sur la société. Pour donner un exemple, je crois que ce mouvement innove sur plusieurs plans et que cette innovation aura une importance capitale dans l'avenir de l'Iran, mais aussi de la région. C'est la première fois, à ma connaissance, que dans le monde musulman, et géographiquement au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, si vous voulez, un mouvement est lancé par des femmes. Les femmes, d'habitude, depuis la fin du XIXe siècle, ont participé à des mouvements de protestation dans le monde musulman, mais très souvent comme épouses, filles, sœurs, ou, disons, ayant des relations latérales ou collatérales avec les hommes. Là, c'est la première fois qu'en tant que femme, on assiste à un mouvement qui donne le là et qui fait que les hommes rejoignent les femmes. Je veux dire, l'initiative est prise par les femmes. Et c'est pour cette raison que je crois qu'il y a quelque chose de fondamentalement nouveau là-dedans. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je peux m'étendre là-dessus ou je dois mettre un bémol. Écoutez, d'abord je vous donne un peu d'eau parce que je sens que vous avez besoin de vous humecter la gorge. Vous pouvez vous étendre là-dessus. Là, si vous voulez, il s'agit pour la première fois des acteurs ou des actrices sociales qui sont suivis par les hommes. Cela bouleverse totalement l'image qu'on a, si vous voulez, de l'homme et de la femme dans le monde musulman, où il y aurait la notion d'honneur masculin, de l'honneur des hommes, et qui ne daignerait pas suivre les femmes parce que leur honneur en serait entaché. Eh ben non.
cette fois, on voit bien que c'est les femmes qui lancent et les hommes qui les suivent. Un autre point qui renvoie à la fragilité de ce mouvement, si vous voulez, c'est que c'est un mouvement de jeunes. Les parents et les grands-parents ne l'ont pas suivi. Non pas qu'ils soient en désaccord avec ce mouvement dans ses visées essentielles, mais parce que il y a d'abord la peur. L'Iran a été traversé de mouvements de contestation violentes depuis 2015. Violentes non pas de la part de ceux qui ont lancé ces mouvements, mais de la part de l'État. En 2015, il y a eu un mouvement de protestation et l'État islamique a répondu en envoyant des chars dans la rue et en tuant 500 personnes. 2016, 2017, 2018, 1500 morts dans les manifestations. Par conséquent, on est face à des manifestations qui sont meurtrières dans le sens du sang versé des manifestants par un État prédateur, que j'appelle un État de totalitarisme mou, parce que le totalitarisme fort ou dur, si vous voulez, ne parvient pas à étouffer la société civile. Le cas de la Corée du Nord actuellement, il n'y a pas de manifestation, de protestation. Mais le cas de l'Iran, et en un sens, moi je dirais l'Égypte, évidemment la Syrie, l'Algérie, ce sont des formes de totalitarisme mou. C'est-à-dire que l'État est totalitaire, mais la société civile n'est pas soumise entièrement à cet État, et il y a des flambées de rébellion au sein de la société qui souvent se terminent évidemment par la répression pure et dure. Lucille Schmitt. Oui, merci beaucoup. À lecture de votre livre, on ressent ce que vous dites sur cette, je ne sais pas si c'est une fracture générationnelle, mais en tout cas du côté des parents et des grands-parents, une analyse du risque et peut-être une part moindre donnée à cet idéal de liberté, puisque les manifestants crient « femme, vie, liberté », et quand, avec ce, je sais pas, c'est même pas un slogan, c'est une sorte d'élan du cœur qui, au fond, nous donne, comment dirais-je, l'ampleur, en fait, de cet élan qui les porte, élan démocratique, mais aussi élan vital. Est-ce que vous pourriez revenir sur l'histoire, au fond, de tout ce qui s'est passé dans la société iranienne? Alors, c'est évidemment trop large, mais depuis 1979, c'est-à-dire qu'au fond, nous réalisons que si cette nouvelle génération peut continuer à porter un idéal démocratique, vital, et aussi un idéal artistique, parce que vous dites aussi combien les rappeurs, les artistes se sont associés au mouvement, nous voyons comment une créativité bouillonnante n'a pas réussi à être étouffée par une mainmise institutionnelle, notamment l'armée des Pasdaran. Vous décrivez très bien comment le régime a mis en place une sorte de chape de plomb, y compris économique, en distribuant des prébendes. Vous évoquez l'Algérie, ça évoque au fond les généraux algériens, ce que vous racontez, une économie de rente, aussi la question des hydrocarbures. Je rappelle que l'Iran est, avec la Russie, le principal pays de réserve gazière. Donc une économie de rente qui a été gérée au profit d'un totalitarisme mou. Et nous réalisons que ça n'a pas empêché cette créativité bouillonnante d'apparaître à intervalles réguliers. Et vous le dites aussi, à travers, malgré tout, la question des femmes. C'est peut-être la première fois que les femmes mènent le mouvement, mais en 2018, il y avait déjà des femmes qui étaient des héroïnes. Il y avait déjà des choses autour du fait d'enlever le voile, tout en restant attachées, par ailleurs, à l'islam. Donc tout ça, c'est pour nous, au fond, ça va contre tous nos stéréotypes. Et en ce sens, c'est absolument palpitant. Allons contre les stéréotypes sur l'islam et dites-nous comment, au fond, les choses ont continué de bouillonner depuis 1979. Farhad Khosrow-Khavar. Merci. Je crois que c'est une question très pertinente. Le problème essentiel, c'est que, d'abord, c'est un mouvement contre le voile obligatoire, pas le voile en soi. Il y a des femmes voilées qui ont suivi ce mouvement et qui ont dénoncé le pouvoir. Il y a même des femmes qui sont strictement voilées et qui dénoncent ce pouvoir et qui prétendent, de leur point de vue, que le voile doit être un choix personnel. C'est-à-dire que la femme doit choisir elle-même et non pas qu'une instance extérieure, au nom du sacré, lui impose en quelque sorte un accoutrement obligatoire. En second lieu, c'est un phénomène assez paradoxal dans le cas iranien, parce que au moment de la révolution de 1979, il y avait quelque chose comme 200 000 étudiants en Iran, sur une population d'un peu plus de 30 millions.
Maintenant, on est avec une population d'un peu plus de 80 millions, et il y a 4 millions d'étudiants. Et sur ces 4 millions d'étudiants, il y a 2 millions qui sont des étudiantes. En d'autres termes, le régime islamique, évidemment inintentionnellement, a réalisé ce qu'on pourrait appeler la proximité culturelle des hommes et des femmes, des filles et des garçons. Jamais dans l'histoire de l'Iran, les femmes et les hommes n'ont été aussi proches culturellement et aussi différents sur le plan juridique. Ce qui s'applique, c'est une sorte de droit islamique traditionnel rigidifié qui fait que la femme, dans le droit de la famille, vaut la moitié d'un homme, grosso modo. Et que, partout ailleurs, il y a ce sentiment d'humiliation d'autant plus profonde que les femmes sont aussi bien éduquées que les hommes. Cette humiliation se double aussi sur le marché du travail, dans la mesure où, alors qu'elles ont le même type de diplôme, actuellement, ils sont seulement à 15% des emplois, au lieu de 50%. Donc, on est face à des inégalités criardes, humiliantes, que ressentent les femmes et qu'une grande partie des hommes aussi ressentent. Il y a comme une sorte d'empathie entre les jeunes, surtout hommes et femmes. Le contrat implicite sur lequel était fondé l'État islamique était que je vous dérobe votre capacité de citoyen aux hommes, mais en contrepartie, vous avez l'hégémonie sur les femmes. Eh bien, ce marché de dupes ne marche plus. Les hommes suivent les femmes. Ils sont en révolte contre un régime qui leur dénie, en quelque sorte, les droits politiques, alors que, du fait même de leur éducation, l'Iran est un pays, encore paradoxalement, un niveau d'éducation extrêmement élevé pour ce qui est des hommes et des femmes. D'ailleurs, on le voit très bien, il y a, les universités d'élite iraniennes, il y en a beaucoup qui sortent et qui vont dans les universités américaines de très haut niveau, ou en Europe, l'école polytechnique, etc. Bon, en France. Bon, il y a cette espèce de proximité culturelle entre les hommes et les femmes, avec, sur le plan démographique, aussi une innovation majeure dans les 30 dernières années, à savoir que la famille iranienne, qui du temps du Shah avait 5 ou 6 enfants en moyenne, eh ben maintenant s'est réduit à moins de 2 enfants, un peu sur le modèle occidental. Et il y a des travaux faits par des sociologues iraniens que je cite aussi parfois dans un certain nombre d'articles, où on voit bien qu'il y a cette espèce de culture d'intimité qui se constitue au sein de la famille, où l'égalité homme-femme est réalisée en son sein. Et donc, il y a cette espèce de rupture profonde entre ce qu'on pourrait appeler le domaine juridique et le domaine réel de la vie quotidienne. Je crois que la notion de quotidienneté au sens d'Henri Lefebvre serait vraiment pertinente. La quotidienneté est faite, en quelque sorte, de cette dualité insurmontable dans la vie des gens entre ce qu'on pourrait appeler une vision culturelle en termes d'égalité incoative entre les hommes et les femmes et une réalité juridique qui est en rupture totale avec ce vécu. Donc il y a comme une subjectivité qui est en déshérence face à un État prédateur où la répression n'est pas uniquement dans le sens de la violence réelle, mais aussi de la violence symbolique sur les femmes et les hommes. Les femmes en ressentent davantage, en quelque sorte, les effets parce qu'il y a le voile imposé, il y a l'inégalité des droits, mais les hommes aussi le ressentent très profondément du fait du déni de ce droit à la citoyenneté. Lionel Zinsou. Oui, merci. En dehors des questions très fondamentales que vous venez d'évoquer, qui sont anthropologiques, qui sont juridiques, qui sont sociologiques, quelle est la part de l'effondrement économique dans le soulèvement et dans ce qui va advenir maintenant? Parce que c'est quand même un exemple de régression extraordinaire et assez récent.
Moi, mes derniers souvenirs en Iran, ils ont 8 ans, 10 ans, et on était plutôt dans une situation de croissance. On était certes avant les sanctions, on voyait bien un certain nombre de défauts du système, mais il y a une telle richesse des ressources humaines et des ressources naturelles si importantes qu'à l'évidence, en fait, il y avait un compromis social probablement plus simple parce qu'il n'y avait pas d'appauvrissement spectaculaire. Là, on parle d'un taux de pauvreté exceptionnel qui est probablement supérieur à 60% de la population sous le taux et probablement autour de 20% dans l'extrême pauvreté. Et ça, c'est une dégradation de la situation de la classe moyenne éduquée, enfin, que vous décrivez comme profondément en changement, une dégradation terrible. Pour prendre juste deux chiffres ou 3 chiffres. 1. Au moment de la Révolution, en 79, le PIB de l'Iran est de l'ordre de 100 milliards de dollars. Il monte jusqu'à 700 milliards de dollars quand on est dans les années 2012-2013. Il est retombé à 360. Il n'y a aucun pays qui ait eu une régression comparable. Dans le même temps, si on prend le rapport de force avec l'Arabie saoudite, qui aujourd'hui va être très important, ils sont aussi autour de 100 milliards, excusez-moi, les 100 milliards, c'est 79 en fait. 79, c'est au moment de la Révolution, on monte à 700, on retombe à la moitié. Bon. Dans le même temps, l'Arabie saoudite était également à 100 milliards, elle est à 900 milliards. Donc, cette régression en relatif est encore pire qu'en absolu. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est explicatif des mouvements et sur leur pérennité, leur répétition, est-ce que c'est déterminant car aucun autre pays n'a connu à peu près cette évolution? Farhad Khosrow-Kamel. Merci. Je crois que c'est très important de situer l'économie dans le cadre des processus sociaux qui sont en cours en Iran. Un fait paradoxal. Dans le mouvement que j'appelle septembre 2022, il s'est déroulé à partir de septembre 2022 jusqu'à janvier-février 2023, il n'y a pas de slogan économique. Ça, c'est un paradoxe. Alors que tout le monde souffre de l'économie. C'est un mouvement qui a, en un sens, 2 slogans majeurs. Le premier slogan, c'est « Femme, vie, liberté », et le second, « À bas la dictature ». C'est ces 2 slogans qui sont fondamentaux. Il n'y a pas tellement... Enfin, moi, j'ai vraiment travaillé sur les slogans. Il y a 1 ou 2 slogans, mais alors très régionaux, sur l'économie. Non pas que l'économie ne soit pas importante, mais il y a cette perception de la part d'une grande partie des manifestants et des protestataires que le déclin économique est lié à la présence de cet État prédateur. Et par conséquent, en éliminant cet État prédateur, on en vient à reconstruire l'économie sur de nouvelles bases. Là, c'est un premier point. Le second point est que le déclin économique de l'Iran est en grande partie, évidemment, lié à la sortie de Trump de ce traité sur le nucléaire iranien, mais aussi en partie lié à ce qu'on pourrait appeler le sentiment qu'a l'État prédateur que des classes moyennes prospères sont plus contestataires que des classes moyennes pauvres. Il y a ça vraiment, cette idée, et ça on le voit très bien par exemple dans un certain nombre de déclarations d'Ahmadinejad, à savoir que les classes moyennes iraniennes qui ont gardé quand même une certaine aisance matérielle jusqu'en 2014-2015, eh ben, qu'il faut en un sens réduire leur prospérité pour pouvoir mieux les dominer. Basé sur cette idée, à mon avis, totalement fausse, mais peu importe, cette perception de la part du pouvoir, à savoir que quand ils sont pauvres, ils s'occupent de leur vie quotidienne au sens de la quête de l'essentiel plutôt que du politique. Bon, ça, c'était aussi l'un des phénomènes majeurs, et on a vu d'ailleurs l'appauvrissement
des classes moyennes, dont une grande partie maintenant frôle la pauvreté. Vraiment, on le sent très bien. Moi, j'ai beaucoup de liens avec l'Iran. Et d'ailleurs, là aussi, c'est un des faits majeurs de la situation iranienne, à savoir que la diaspora iranienne est liée à la société iranienne beaucoup plus, par exemple, que n'était le cas de la diaspora, les Russes blancs, après la révolution d'octobre 1917. Là, il y a quelque chose aussi, la diaspora sert de phare, en un sens. Ce qui fait d'ailleurs la permanence de ce qu'on pourrait appeler une forme de sécularisation de la société iranienne, qui est endogène en partie, mais aussi liée à l'imitation de cette diaspora. Pratiquement tout le monde, c'est une diaspora de quand même plusieurs millions, entre 4, 5, 6 millions. On ne connaît pas très bien le chiffre, mais c'est quand même très nombreux. Important. Et pratiquement tous les gens dans les grandes villes ont quelqu'un, un neveu, une nièce, un oncle, un frère, qui se trouve être dans cette diaspora occidentale. Surtout au Canada, aux États-Unis, ensuite dans une moindre mesure en Europe, mais aussi en Turquie et en Australie, en Inde, un tout petit peu au Japon. Bref, cette diaspora joue aussi un rôle fondamental dans ces mouvements. Alors, l'économie iranienne est dans une situation extrêmement difficile, mais l'appauvrissement de la masse des Iraniens a été contemporain de l'enrichissement indu de ce que j'appelle l'économie mafieuse, surtout dirigée par l'armée des gardiens de la Révolution, l'armée des pastarans. L'explication serait un peu trop longue, mais disons qu'ils utilisent tous les mécanismes d'interdiction pour s'enrichir. Je donne le cas banal, par exemple, des boissons alcooliques. On n'a jamais consommé autant d'alcool en Iran qu'actuellement. Toutes les marques de whisky dans le monde sont présentes sur le marché. Vous pouvez vous en procurer, mais pratiquement 3 fois le prix, si vous voulez, du marché mondial. La raison est que c'est l'armée des gardiens de la Révolution qui les importe. Ils ont 7 ports francs que personne ne contrôle et qui sont totalement sous leur direction. Et donc, ils peuvent importer, exporter tout ce qu'ils veulent. Et tout ce qui est interdit, ils, évidemment, l'importent. Ils l'écoulent sur le marché par leurs intermédiaires. Et ensuite, ce sont eux-mêmes qui vont intercepter les gens, les familles, et confisquer une partie de cet alcool qu'ils ont eux-mêmes vendu. Je veux dire, c'est une sorte de marché de dupes, c'est ce que j'appelle la situation du chat et de la souris au sein de la société iranienne. C'est aussi vrai pour les antennes paraboliques. C'est eux qui importent, qui vendent, et ensuite qui viennent confisquer au nom de la loi, si vous voulez, ces antennes paraboliques qui se trouvent sur le toit des maisons. Bref, c'est un cercle vicieux d'appauvrissement de la société civile et d'enrichissement de ces instances répressives qui se nourrissent tel un cancer sur le corps social. C'est pour cette raison qu'il est impossible d'avoir un système politique ouvert en Iran en préservant, si vous voulez, l'armée des gardiens de la Révolution. C'est un peu la même chose pour ce qui est de l'Égypte, avec l'armée, qui est aussi une sorte de mastodonte économique. C'est vrai tout aussi bien en Algérie, dont on sait très bien que l'armée est aussi une puissance économique majeure, qui étouffe les autres. Bref, on est dans une situation où l'appauvrissement n'est pas uniforme. Les instances de répression s'enrichissent du fait même de cet appauvrissement, de cette espèce de dualité du marché, et la population globale s'appauvrit. Au début de votre intervention, dans votre première intervention, vous avez parlé du mouvement de septembre comme étant non organisé. Est-ce que ça fait une grosse différence avec le mouvement de la fin des années 70 ? J'ai relu il n'y a pas longtemps le Chat de Richard Kapuscinski, et j'en ai le souvenir que là aussi, ça n'était pas vraiment organisé. Quelle est la différence entre les deux mouvements ? Vous voulez dire le mouvement qui a abouti à la révolution de 1979 ? Ouais. En fait, il y avait une sorte d'organisation implicite par une partie du clergé qui était dirigée par l'ayatollah Khomeini. Et le problème essentiel, c'est la vision
totalement myope du Shah défunt, qui croyait que son ennemi, c'était l'extrême gauche, et non pas les mollahs. Il croyait que les mollahs étaient trop primitifs pour pouvoir faire quoi que ce soit. Or, c'est eux qui ont évidemment joué ce jeu gagnant en s'associant et en donnant l'illusion d'une sorte de gauchisme clérical. Et la gauche iranienne, si vous voulez, a pensé que le clergé iranien était, en un sens, de la petite bourgeoisie. Et donc, il fallait abonder dans son sens, faire une révolution petite bourgeoise, et ensuite, en bon marxiste, il pensait que cela aboutirait à la révolution prolétarienne. Bref, il y a toute une idéologie derrière qui fait que la situation a été unique, comme toutes les révolutions qui réussissent. Il y a très peu de révolutions qui réussissent, mais quand ça réussit, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de situations qui militent en sa faveur. Mais actuellement, ce mouvement est réprimé dans l'œuf. Le Shah a laissé le mouvement s'étendre. Il y a eu des manifestations de plusieurs centaines de milliers de gens qu'il a tolérées, et alors que ce régime ne tolère pas. Il sait très bien que c'est sa veine jugulaire et que la répression est l'élément essentiel de sa survie. Et par conséquent, il n'a jamais laissé ce mouvement se développer au-delà de quelques centaines de personnes sans réprimer férocement. Richard Verly. Oui, je voudrais poursuivre sur deux terrains que vous venez d'évoquer. Les gardiens de la Révolution d'une part et la famille du Shah d'autre part. Les gardiens de la Révolution, donc j'ai sous les yeux ce numéro de la revue Histoire qui vient de sortir, selon les chiffres qu'il donne, c'est 600 000 membres et 11 millions de réservistes en 2023. Ma question à propos de ces gardiens de la Révolution, c'est est-ce que l'embargo ne fait pas leur jeu ? Si l'on vous écoute, plus l'embargo sur l'Iran sera fort, plus les gardiens de la Révolution en tireront profit à travers le cercle vicieux, mafieux, que vous venez de décrire de l'importation des matériels interdits que l'on confisque ensuite, au nom de la loi. Et ma deuxième question, elle porte sur la famille du Shah. Moi, j'ai été surpris, j'étais il y a quelques semaines à la conférence sur la sécurité de Munich, en Allemagne. Il y avait devant l'hôtel où se tenait la conférence, une manifestation d'Iraniens qui scandaient le nom de Pahlavi et de l'actuel héritier du Shah. Il a même été reçu par un certain nombre de personnalités à la conférence de la sécurité de Munich. Est-ce qu'il y a là, aujourd'hui, une force politique non négligeable, voire importante ? Merci. En fait, le fils du Shah, Reza, a accepté de jouer un jeu démocratique, à savoir que le sort du régime iranien sera décidé dans les urnes une fois ce pouvoir renversé. Et par conséquent, il ne s'agit absolument pas de dire qu'il va y avoir le rétablissement de la royauté en Iran, mais d'un régime démocratique. Et il s'est fait accompagner de plusieurs personnes, dont quelques femmes qui sont relativement jeunes et qui ont un sentiment de citoyenneté extrêmement forte. De même, des hommes qui pensent que l'Iran doit être un Iran ouvert, avec la reconnaissance de ce qu'on pourrait appeler les droits ethniques en Iran, parce que l'Iran est fait aussi de plusieurs ethnicités. Il y a les Kurdes, il y a les Turcs, il y a les Belouches, il y a les Lours, il y a les Arabes iraniens au Khouzistan, c'est-à-dire au sud-ouest de l'Iran, la province pétrolière. Bref, on est dans un pays où quand même vraisemblablement entre 20 et 30% de la population est ethniquement distincte. Mais ce qui est fondamental est que cette espèce d'union de gens de bonne volonté, comme dirait Jules Romain, se fait autour d'une plateforme démocratique. Mais il n'y a pas que seul, il y a aussi un autre groupe, celui-ci plutôt de gauche, qui s'est constitué
où il y a le Front National iranien, qui n'a rien à voir avec le Front National français, c'est plutôt démocratique, c'est les partisans de Mossadegh, et la gauche iranienne, quelquefois même la gauche marxiste, qui se sont, en un sens, constitués en une sorte de plateforme électorale face à la plateforme libérale du Shah. Enfin, du fils du Shah, qui ne prétend absolument pas être le nouveau Shah. Et donc, il y a la constitution dans la diaspora de ces deux groupes. C'est fondamental. L'une des raisons pour laquelle, dans le mouvement de septembre 2022, la génération des pères et des mères, et des grands-pères et des grands-mères n'a pas participé, mis à part la peur, c'est parce que cette génération se dit « on a fait une fois la révolution, on a vu le résultat ». Est-ce qu'avec une nouvelle révolution, on ne va pas avoir une situation encore pire que celle-là ? Avec la constitution de cette alternative, ou de ces alternatives, si vous voulez, ça rassure en quelque sorte la population. Et moi je pense que, de toute façon, ce pouvoir, en réprimant le mouvement de septembre 2022, va vers d'autres mouvements de protestation, parce que son incompréhension de la société iranienne sur le plan culturel est totale. Je donne un exemple, le voile. Il y a beaucoup de jeunes femmes iraniennes qui actuellement circulent sans voile. Mais on les réprime, on les malmène, on essaie de mobiliser la populace payée par l'État, mais qui se dit autonome contre ces femmes, et le harcèlement continue alors que la société civile les accueille à bras ouverts. Il n'y a aucun problème pour les femmes à ne pas porter le voile. Et on le voit très bien aussi à d'autres niveaux. Le pouvoir n'a pas cédé, si vous voulez, d'un seul centimètre pour ce qui est des revendications. Parce qu'ils pensent que leur survie dépend de leur intransigeance. Or, cette société n'accepte pas ce pouvoir sous cette forme-là. Il y a une rupture culturelle. D'ailleurs, les juges qui ont souvent condamné à des peines de prison extrêmement lourdes les femmes et les hommes, surtout les jeunes, disent « on ne les comprend pas. C'est une génération qu'on ne comprend pas. Quand ils nous parlent, on ne comprend pas. Quand nous parlons, ils ne nous comprennent pas. » Précisément, on est non pas face à une rupture économique et politique, mais existentielle et culturelle. Je crois que c'est fondamental. Si on voit dans ce mouvement, l'une des innovations majeures, si vous voulez, c'est ce que j'appelle la joyeuseté contestataire. C'est la première fois qu'on voit bien qu'il y a une rupture radicale et totale avec la culture de martyr. Vous savez, la révolution de 1979 a eu pour idéologie fondamentale le martyr politisé. Et là, bon, je l'ai développé en long et en large dans différents ouvrages, dont un livre de 1995, L'islamisme et la mort, le martyr révolutionnaire en Iran. Alors, le martyr était devenu ce que j'ai appelé la martyropathie, c'est-à-dire une sorte de désir, en quelque sorte, de se réaliser dans la mort salvifique. Or, maintenant, plus personne ne parle dans les manifestations du martyr. C'est plutôt la joie. Les femmes qui, par exemple, ont ôté le voile, y ont mis le feu, et ensuite ont dansé autour avec des hommes. Donc il y a une joyeuseté, il y a une liesse qui est vraiment un phénomène nouveau, dans la mesure où ce n'est plus le pathos de la mort sacrée, du martyr, mais la vie ici-bas, dans ce monde, qui prévaut. Et là, c'est aussi la première fois qu'on assume sa modernité sans sentiment de culpabilité. Je crois que ces éléments-là sont fondamentaux. J'ai l'impression que je vais un peu trop au-delà, mais je vais renouer avec cela indirectement par la suite. Voilà, et n'oubliez pas en plus que nous avons la possibilité, après ce premier enregistrement, de poursuivre le sujet grâce à notre public. Lucille Schmitt. Oui, dans tous vos développements, vous insistez énormément, au fond, sur le décalage entre cette société qui veut davantage vivre tout simplement, avoir des libertés. Ce que vous avez dit sur le voile qui doit être porté librement, il faut se rappeler que cette jeune femme a été arrêtée parce qu'elle était
mal voilé, c'est-à-dire qu'elle avait le voile, mais elle ne le portait pas correctement selon la brigade des mœurs. Donc on voit quelque chose de très kafkaïen dans ce que vous décrivez sur ce totalitarisme mou, cette manière de... il est mou, mais il s'en prend aux individus. Et particulièrement aux femmes, dont vous avez bien dit, vous avez employé l'expression « marché de dupes » à plusieurs reprises. Ce qu'on se pose comme question, c'est comment est-ce qu'on pourrait imaginer de renouer le fil entre la société et des institutions plus démocratiques. Vous nous laissez guère d'espoir lorsque vous parlez. Et vous avez écrit à plusieurs reprises sur la responsabilité que nous avions, nous, qui ne sommes pas iraniens, dans le fait qu'il n'y ait pas de perspective qui puisse s'ouvrir. On voit bien que la même chose s'est produite avec le mouvement du Irak en Algérie, par exemple. On voit bien la façon dont nous sommes, nous, démocratie, je ne sais pas comment le dire, mais inconsistante, ou en tout cas démunie, face à ces soulèvements qui, au fond, sont des soulèvements de vitalité démocratique. On pourrait aussi penser à Hong Kong ou des choses comme ça. Donc, est-ce qu'on pourrait revenir là-dessus sur notre responsabilité ? Alors, je vois bien que vous avez envie de parler de ce qui se passe dans la vie quotidienne en Iran, mais comment est-ce que le dedans et le dehors pourraient s'associer pour la diaspora iranienne, par exemple en France, je lisais des témoignages disant qu'elle voulait attaquer par le biais du juridique, du droit, ce qui se passait en Iran. Est-ce que tout cela n'est pas une sorte de gadget, en tout cas une manière désespérée de garder le lien avec ce qui se passe en Iran ? Éclairez-nous sur comment la diaspora et nous-mêmes, nous pourrions jouer un rôle par rapport à l'ouverture d'une perspective. Farhad Khosrokhavar. Vous savez, on a assisté en Occident à un double jeu. Il y a d'abord le fait que les sociétés civiles occidentales ont été vraiment pour ce mouvement. Et, que ce soit en France, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, enfin un peu partout en Occident, les sociétés civiles ont épousé la cause de ce mouvement. Et sans phare, sans aucune forme de restriction, tout en abondant dans ce sens et tout en exprimant symboliquement dans les manifestations de la rue, si vous voulez, leur soutien. Mais les gouvernements n'ont pas suivi. Les gouvernements, si vous voulez, ont une visée aussi géopolitique, avec des équilibres entre eux et des sous-entendus qui ne s'expriment pas explicitement. Je donne un exemple. Le Parlement européen a voté pour que l'armée des gardiens de la révolution iranienne soit déclarée une organisation terroriste. Eh bien, les gouvernements ne l'ont pas suivi. La France, l'Allemagne, la Belgique, enfin tous, ils se disent non, il ne faut pas le faire. Les Anglais, qui sont maintenant en dehors de l'Union européenne, ont voulu le faire, mais ensuite, l'équivalent du ministre des Affaires étrangères anglais, je ne sais pas, j'appelle l'échiquier, enfin chancelier de l'échiquier, je ne me souviens plus très bien de l'expression, peu importe, a dit que les États-Unis étaient intervenus auprès du gouvernement anglais pour qu'ils ne déclarent pas l'armée des Pasdaran terroriste, parce qu'ils auraient besoin de l'Angleterre comme médiateur entre l'Iran et les États-Unis pour ce qui est du traité de non-prolifération nucléaire. Donc, il y a cette espèce de double jeu, le jeu des sociétés civiles qui a été un franc jeu, franc du collier, d'accord, on est pour ce mouvement à 100%, et le jeu des États qui n'a pas été très ouvert. Un autre exemple qui est beaucoup plus important, parce que ce n'est plus au niveau symbolique, mais au niveau réel, c'est que ce mouvement a été fondé sur quoi ? En l'absence d'organisation, ça a été fondé sur l'Internet. C'est-à-dire les jeunes communiquaient par l'Internet. Or, le pouvoir a arrêté net, si vous voulez, le flux de l'Internet. Et donc, ils ne pouvaient plus se communiquer. Les États-Unis auraient pu fournir, par Elon Musk, si vous voulez, ils ont un système qui peut faire court-circuiter cela. Ça coûte un peu d'argent, mais la diaspora iranienne était prête à payer pour les mensualités. Seulement, les interdits qui pèsent sur le commerce entre les États-Unis et l'Iran ont été tellement durs que le gouvernement de Biden n'a pas pu envoyer, si vous voulez, ces appareils en Iran massivement. Il y en a eu 100. Il aurait fallu 100 000. Si vous voulez, pour court-circuiter. Alors là, il y aurait eu des manifestations, si vous voulez, que le régime n'aurait pas pu mater. Mais le régime a pu, en un sens, circonscrire ces manifestations en arrêtant l'Internet.
Et donc, sur tous ces plans-là, on voit bien que le jeu des gouvernements occidentaux est aussi décalé par rapport à ce qu'on pourrait appeler les aspirations de la société civile occidentale. Lionel Zinsou. Oui, est-ce que vous pourriez dire ce que vous voyez comme conséquence au rapprochement et au rétablissement des relations diplomatiques avec l'Arabie saoudite ? Est-ce que l'Arabie saoudite a la possibilité de sauver le régime iranien ? Est-ce qu'on pourrait arriver à ce paradoxe que, ayant été dans le maximum imaginable d'hostilité l'un à l'autre, s'étant fait la guerre par procuration aussi bien au Yémen qu'en Syrie et sur la domination de l'Irak, etc., est-ce qu'il n'y a pas un rapprochement là qui va avoir des conséquences politiques intérieures majeures ? Il y a quelques atouts quand même de l'Arabie saoudite pour changer la donne. D'abord, ils ont les moyens d'investir en Iran, de changer la donne en matière économique, même si les slogans ne sont pas économiques, mais enfin de créer un peu plus d'activité, de bien-être. Ensuite, sur les hydrocarbures, ils ont probablement la facilité de permettre à l'Iran de revenir indirectement sur le marché. Pas tellement leur intérêt d'augmenter la production, mais en tout cas, ils ont des moyens économiques. Mais ils ont, au-delà de ça, quelque chose qui est frappant en Arabie saoudite, c'est le soutien populaire de MBS à travers ce qu'il a fait pour les femmes et pour les jeunes. Et est-ce qu'il peut influencer le régime iranien dans les méthodes pour rester un régime autoritaire, mais capable d'avoir inversé en quelques années, très rapidement, les relations entre le pouvoir et religieux et autoritaire, et d'autre part la société civile, en retournant complètement la situation et des femmes et des jeunes dans le royaume. Farhad Khosrow-Khamar. Vous savez, l'Arabie saoudite est un régime aussi extrêmement répressif. Ils viennent d'exécuter plusieurs dizaines d'opposants. Et sur ce plan, en un sens, c'est le frère siamois, ou la sœur siamoise de l'Iran sur plusieurs plans. C'est un régime qui tente en quelque sorte de reprendre les rênes du pouvoir en matant le clergé saoudien, en abondant dans le sens d'une sécularisation, mais qui est une sécularisation quand même très contrôlée. Mais cela étant, que MBS jouisse d'un certain crédit auprès d'une partie de la population, c'est un fait. Mais il ne faut pas croire que que ce régime est capable de miracles en Iran. N'oublions pas que les fondamentaux sont basés sur la compétition entre les deux et même quelquefois l'émulation pouvant aller jusqu'à l'antagonisme. Et qu'est-ce qu'on fait des 3 îles que l'Iran a prises après le départ des Anglais sous le Shah dans les années 1970 ? Et qu'est-ce qu'on fait avec Bahreïn ? Bahreïn qui est chiite en grande majorité, avec un régime hyper répressif contre les chiites, soutenu par l'Arabie saoudite, évidemment. Qu'est-ce qu'on fait avec les problèmes d'hégémonie dans le Golfe ? Il y a, je veux dire, quoi qu'on fasse, les fondamentaux n'ont pas changé. Ce qui a changé, c'est qu'il y a comme une sorte de troc entre l'Arabie saoudite et l'Iran sur le fait que l'Iran n'aide pas trop les Houthis au Yémen, et qu'en contrepartie, l'Arabie saoudite n'aide pas trop Iran International, qui est un réseau, si vous voulez, un peu comme la BBC ou comme RFI, mais financé par l'Arabie saoudite contre l'Iran.
Et ils font un travail remarquable. Je veux dire, sur ce plan, ils sont totalement libres. Ils n'ont pas besoin de l'Arabie Saoudite pour dénoncer l'Iran, et ils le font avec une éthique irréprochable. Mais ça blesse l'Iran, parce qu'ils ont des mécanismes, ils sont en liaison avec la diaspora iranienne, avec l'Iran de l'intérieur, et bref, ils ont réussi quand même à monter une sorte d'alternative, de presse alternative contre la presse subjuguée de l'intérieur de l'Iran. Et donc, il y a comme une sorte de troc entre les deux, avec une acceptation mutuelle de leurs différences, mais en même temps, il y a une complicité entre les deux. L'Arabie Saoudite ne voulait pas, si vous voulez, l'écroulement de la République islamique. S'il y avait eu un écroulement, il y aurait une sorte de démocratisation avec des femmes qui exigent l'égalité des droits. L'Arabie Saoudite n'est pas prête à cela, et n'est pas prête non plus à accepter l'ouverture démocratique. C'est un régime extrêmement despotique. Et par conséquent, elle préfère un Iran, si vous voulez, plus ou moins subjugué, qui n'embête pas trop les Émirats et l'Arabie Saoudite, qui ne lance pas par le biais des Houssites, si vous voulez, des missiles sur les installations pétrolières saoudiennes. Et en contrepartie, évidemment, il va y avoir une sorte d'ouverture mutuelle. Mais là, le grand perdant, c'est quand même Israël. Israël s'était lié à l'Arabie Saoudite contre l'Iran, et la dynamique essentielle, c'était quand même l'opposition à l'Iran. Et cette relation apaisée avec l'Iran, évidemment, pose un problème à Israël qui ne pourra plus jouer sur cette espèce de dualité pour se faire reconnaître dans la plénitude de ce qu'il considère comme son droit et dans la répression des Palestiniens. Et donc là, il y a une nouvelle donne sur ce plan. Mais avec l'Iran, moi je crois que dans l'avenir, on le verra, ce sera une sorte de relation froide, mais non antagonique explicitement, avec des zones de reconnaissance mutuelle d'hégémonie, sans que cela débouche sur un bouleversement en quelque sorte iranien par l'Arabie Saoudite, d'autant plus que l'Arabie Saoudite doit quand même compter avec les États-Unis. Quoi qu'on en dise, les États-Unis n'ont plus la place qu'ils avaient il y a 1 ou 2 décennies dans la région, puisque eux-mêmes se sont en un sens désintéressés de la région, et ils produisent leur propre pétrole, et puis leur zone de conflit majeur, c'est quand même la Chine, et maintenant l'Ukraine et la Russie. Et donc ils ne veulent pas avoir sur 3 fronts, si vous voulez, de l'antagonisme. Néanmoins, l'Arabie Saoudite ne peut pas aller au-delà d'un certain seuil dans les échanges avec l'Iran sans la bénédiction de Washington. Enfin, mon impression personnelle, mais qui est une impression, puisque il n'y a de garantie que ma propre subjectivité, en quelque sorte, c'est que ce sera des relations froides, moins conflictuelles, moins antagoniques, mais sans que cela aille dans le sens d'une effusion entre les 2 pays, notamment parce que aussi il y a une intolérance des chiites vis-à-vis des sunnites et des sunnites vis-à-vis des chiites. Les chiites en Arabie Saoudite, qui constituent quand même plus de 10% de la population, sont hyper réprimés, et les sunnites en Iran sont tout aussi bien réprimés que leur homologue en Arabie Saoudite. Donc, on est dans le même... Je veux dire, ce phénomène aussi d'intolérance mutuelle ancrée dans la structure de l'État vis-à-vis de cette altérité au sein même de l'islam, eh ben, je ne crois pas qu'il soit surmontable à court terme. Moi, ce qui me frappe, dans cette réponse, c'est que vous nous dites qu'en fait, le royaume d'Arabie Saoudite n'a jamais souhaité l'effondrement de l'Iran, enfin... Moi, de la République islamique en Iran. Oui, je le crois. Parce que les vagues seraient quand même incontrôlables. On ne sait pas ce qui se passerait après. Et là, ils ne veulent pas d'aventure. Farhad Khosrow-Khavar, merci. Nous poursuivons, comme je l'ai dit, cette conversation avec le public. Je remercie
Sophie Galligani et Fabrice Gros qui ont enregistré cette émission, Sophie Jacquin et Étienne Billon avec qui elle a été préparée. Je vous signale que nous serons, pour la prochaine émission en public, nous serons en Suisse à la Fondation Jan Michalski le 28 avril à 19h à Montrichet, et on peut d'ores et déjà s'inscrire sur notre site. Je vous rappelle aussi que vos contributions sont notre indépendance et qu'il est bon de remercier celles et ceux qui l'ont compris et manifesté, et d'accueillir à bras ouverts celles et ceux qui vont les rejoindre. Donc à tout de suite pour la prolongation de cette conversation sur l'Iran. Et merci à l'École alsacienne.